Alors, rebonjour. Pour ce deuxième épisode, nous reviendrons sur l'histoire de Boucherville à l'époque où le boulevard Fort-Saint-Louis n'existait pas, où on parlait de Casimirville, où on parlait de la cannerie des Lassondes et où on avait l'entrepôt de la voirie du ministère des Transports sur de la Perrière. Je vous amène également à l'époque où on verra la métamorphose de notre ville avec la construction du pont-tunnel, l'Expo 67 et la mise en place des centres d'achat à Boucherville. Alors, ce que je pensais faire avec vous dans cette seconde partie-là, c'était de voir un petit peu comment la ville avait évolué, comment du village et de la paroisse, on était devenu une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Puis on va s'essayer de se donner des points de repère. Donc, j'ai souvenir, moi, à l'emplacement de l'actuel marché métro. Ouais, okay. qui est à côté du cimetière. Ouais. Il y avait, je me souviens de l'édifice, il y avait une cannerie. Ça s'appelait, à l'époque, je pense, c'était les Lassondes qui avaient ça. Ah oui, vous avez vécu ça. Ça a fermé en 65, je pense, ou quelque chose comme ça. Je suis allé, puis je me rappelle très bien des cultivateurs qui arrivaient avec une voiture remplie de petites fèves ou d'autres produits qui avaient tiré de leur champ et puis qui s'emmenaient à la cannerie. La cannerie ou la conserverie Lassonde, on disait cannerie comme telle. C'était assez gros, en tout cas, c'est impressionnant pour nous. Et puis, c'était le même M. Lassonde qui avait le magasin Lassonde ici, c'est un peu un magasin général, là. Si tu t'en vas sur Marie-Victorin, ouais. Là, bon. OK, maintenant, c'est Michel Garcia qui était là. Michel Garcia, là, qui est là maintenant, mais c'était le magasin Lassonde. Alors, donc, il y avait la cannerie à cet endroit-là, et puis, à l'été, ça travaillait à plein, là, à cet endroit-là, et les gens venaient verser les légumes, là, et puis, on transformait ça. Je me demande si, à un moment donné, ça faisait pas partie, écoute, mon souvenir, là, j'étais jeune, c'était pas ma préoccupation, mais ça faisait pas partie de carrière, là, carrière, les légumes qui continuent à transformer là, des légumes, là, et on voit sur les boîtes, là, les boîtes de conserve, oui. La carrière, là, si ça n'a pas été acheté par... Okay. Mais oui, c'est important ici, cette cannerie-là. Et c'était donc l'autre côté de la voie ferrée. Et... ouais, si on regarde la rue de la Perrière... À traverser la voie ferrée, la rue de la Perrière. Oui, regarde, on regarde la rue de la Perrière. Où est situé le centre Jeune Crevier en ce moment? Oui. Il y avait ce qu'on appelle le ministère de la Voirie de Boucherville. Tu avais un entrepôt qui était là. Oui, je me souviens de ça. À ma connaissance, c'était situé à cet endroit-là. Okay? Ensuite, on traversait la voie ferrée. Puis qui était double à cet endroit-là, la voie ferrée à l'époque. Oui. On pouvait... c'est ça. À ma connaissance, juste pour ce que je te raconte là-dessus, on trouvait ça bizarre. Le gouvernement changeait. Mettons, c'était libéral. Les employés qui travaillaient à la voirie, à l'entrepôt, là, c'était tel groupe. Ça passait à l'Union nationale, je sais pas, là. Alors, on changeait de celui qui était de foreman ou celui le gérant. Les employés changeaient. On changeait l'équipe. On tenait compte du parti politique au pouvoir. En tout cas, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je pense que c'est pas mal vrai ce que je te raconte là-dessus. Et si on traverse la voie ferrée et on continue, c'était ce qu'on appelait Casimirville. C'est un développement un peu comme ci, comme ça. Tu sais, les règlements n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement. Là. Et des petites maisons, des familles, avec plusieurs enfants, et puis qui demeuraient là. Pourquoi Casimirville? C'est qu'il y avait une émission de radio à l'époque très populaire, là, un peu avant Séraphin ou Séraphin. Et puis, ça s'appelait Casimirville, puis on appelait ça nous autres. OK, tu t'en vas à Casimirville, au lieu de dire, tu prends la rue de... Bon, on allait porter le lait, nous, avec un cheval et une voiture, là. On s'en allait... Où est-ce que vous êtes? On s'en va à Casimirville. Bon. Alors, c'était la petite rue qui était là, comme telle, tout près de la cannerie Lassonde. Et c'était ça.
Et en plus de ça, comme employeur assez important, à part les commerces, comme mon père et d'autres, là, les petits commerces, tu avais les Guenilles aussi sur le Marie-Victorin, Paul Dessel. Paul Dessel, tu as le développement où était le terrain vague derrière le magasin chez nous. Ça s'appelle maintenant la rue Dessel ou la place Dessel. Là. Mais juste en face, il y avait, près du fleuve, Paul Dessel, qui avait... il traitait les guenilles, et puis un gros marchand de guenilles. Et puis, il employait plusieurs personnes qui venaient justement de Casimirville, pour en nommer quelques-uns. Là, écoute, des Thibault, des Cournoyer, des Lafranchise, qui étaient des familles qui demeuraient à cet endroit-là, des bonnes familles, mais qui travaillaient chez Paul Dessel, qui était un employeur. Paul Dessel, une grosse voix, puis un peu gueulard, là, qui faisait un peu peur à ses employés comme tel, mais t'es un bon gars, quand même. Là. Fait que, donc, c'était ça, les deux gros employeurs mais là, à cette époque-là. Là, parce que là, on parle des années, fin des années 50, 40 ou début 50. 50. Début 50. Mais là, on sait que Boucherville a commencé à se métamorphoser. On parlait de 3000 habitants, pas plus, à ce moment-là, autour de 3000. Tu sais. Mais en 58... Le village, puis le village par paroisse. 57-58, on commence à parler de développement domiciliaire de l'autre côté de la voie ferrée. On voit apparaître sur la rue de Varennes, 1900-1960, un premier centre d'achat avec le Jazar qui était là, avec IGA qui était là. Oui, oui. Après ça, on voit à la Seigneurie un centre d'achat qui s'installe. Il y a le centre d'achat Pierre Boucher. Finalement, il y a celui de M. Messier au 650 qui s'installe. Mais ça a dû changer complètement la donne pour votre père qui était épicier ici. Là. On avait des épiceries grande surface qui s'installaient. Ouais, écoute, le commerce, c'est ça, c'est jamais acquis à 100%. Oui, ça a changé la donne, tu as bien raison. Je me souviens d'une conversation à un moment donné avec mon père. J'étais rendu en rhétorique, je pense. Rhétorique, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans. 1960. Et j'étais le plus vieux chez moi. J'ai toujours travaillé à l'épicerie tout l'été pour aider mes parents dans mes temps libres et tout. Et j'avais dit à mon père, Père, j'aimerais ça travailler avec toi, continuer. Peut-être que j'hésitais à ce moment-là au niveau des études. Et mon père m'avait donné un sage conseil. Il m'avait dit, écoute, André, si tu continues tes études, tu as 2 chances. Dans la vie, au moins 2 chances, plutôt qu'une. Parce qu'il dit, tu sais, il dit, on sait jamais, un commerce, ça va bien, ça va peut-être très bien en ce moment. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir comme tel. Quelle parole importante, parce que j'avais suivi son conseil, heureusement. Quelques années après, ça a commencé avec les développements. Et puis, où est le centre d'achat Pierre Boucher, le Maxi, là? Stanberg est venu s'établir là. C'est Stanberg qui était là. Donc, la venue d'un premier grand magasin, alors déjà là, avec les coupons et tout, avec les fameux timbres, les timbres et tout. Bon, déjà, ça a changé la donne. Et c'était plus que c'était avant. Mon père m'a déjà dit, dans les années plus tard, on s'est spécialisé plus dans la viande, parce qu'au niveau épicerie, il dit, regarde, il dit, je vais chercher ma marchandise en gros. Et ici, comme par exemple Provigo et autres qui sont affiliés avec, ils sont grossistes puis détaillants aussi. Au détail, il vend sa marchandise le prix que moi je la paie. Alors tu tires la conclusion, quand on vous dit, on ne peut pas vivre de cette façon-là. Et alors c'est sûr que ça a diminué. On était établis, on avait des clients fidèles et tout, mais ça a diminué, c'est sûr. Et puis, en analysant le marché, donc ils sont concentrés plus dans la partie viande,
transforme. Et mon frère, mon jeune frère Normand, quand mon père a décidé de vendre, c'est mon frère Normand qui a poursuivi ça pendant un bon nombre d'années aussi là, au magasin. Mais c'était différent de ce que je t'ai raconté au tout début. Ben, j'ai souvenir, moi, mais c'est comme ça. D'être allé chez votre père chercher la viande. Ma mère tenait à aller chercher sa viande chez Provo. On partait puis on venait. Ben, moi, j'ai des souvenirs de tes parents aussi. Et je me rappelle, tu parles de sans nostalgie, là. Je me rappelle les clients, là. Et puis, ben oui, je me rappelle très bien de ta maman et de ton père, Régent. Et puis, on allait porter des commandes aussi à l'occasion. Alors, c'était ça. Et donc, la ville s'installe, il y a du développement qui se fait de l'autre côté de la voie ferrée. Ouais. On bâtit Fort Saint-Louis, qui n'existait pas, pour pouvoir desservir ces gens-là. On transforme la route. La route pour Québec passait sur Marie-Victorin. Là. La route, c'était la 3. Il n'y a pas question de 132. Là, ça s'est ouvert en 66, la voie ici, en arrière pour le pont tunnel. Le gros boom avec le tunnel et tout, là. Et on était chanceux d'intervenir parce que sinon, on aurait bousillé le bord de l'eau au complet, comme on l'a fait à Longueuil. Et ça a passé à l'extérieur. Bon, c'est Clovis Langlois qui s'était battu pour ça chez nous. Ben oui, avec un bon nombre de citoyens aussi à ce moment-là. Et puis, donc, le gros boom, c'était avec le pont-tunnel et tout, l'Expo 67. Là, et puis, bon, on a bâti aussi un nouvel hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'était sur Pierre Boucher. Ça s'est emmené. Le centre, si tu veux, on a déplacé le centre pour aller de l'autre côté de la voie ferrée vers Fort Saint-Louis, puis ça a monté graduellement. Mais 67, c'est Polyvalente de Mortagne dans l'Est aussi. Il y avait un petit coin dans l'Est, tu as parlé tantôt du centre d'achat. Jazard de Varennes. Jazard et tout, là. Puis si tu vois, dans ce coin-là, il y a quelques rues, là, on appelait ça, quand j'étais plus jeune, Beau Rivage Garden. J'ai cherché, je me posais la question récemment, pourquoi on appelait ça Beau Rivage Garden? C'est peut-être les gens qui demeuraient là, comme d'autres, dans l'ouest, la côte d'en haut, on avait la rue des vétérans. Il y avait des vétérans, Lachance, Wheeler, Grenier, des familles qui étaient là, des anciens militaires qui demeuraient là. On appelait ça la rue des vétérans. Là, on appelait ça, ce coin-là, Beau Rivage Garden. Il y a quelques rues, là, Pierre Piché, ou dans ce coin. Il y a des rues dans ce coin-là. Là. Et je peux pas te dire exactement pourquoi. On a laissé tomber après, mais Beau Rivage Garden. Il y avait un salon de quai dans ce coin-là aussi pendant un temps. Oui, bien à côté du centre d'achat, il y avait le salon de quai. Puis je me demande si je pense que c'était un monsieur Origène Dubois, un cultivateur qui avait décidé d'ouvrir ça, là, un salon de quai à Boucherville. Mais ça, c'est de la grosse transformation. Là, pour vous qui avez grandi dans un village où il y avait 3000 habitants. Là. Et là, vous vous ouvrez avec la construction du pont-tunnel, avec tout ça. Là, ça passe à plus de 10 000 tout d'un coup. Là. On est à 10, 12 000. Vous viviez ça comment? Là? Vous étiez ado, on est en 67, vous aviez 25 ans. Non, on n'est plus dans l'adolescence, vous êtes un jeune adulte, 25 ans. Vous viviez ça comment, cette transformation? Je me suis marié en 63. J'étais embarqué dans l'enseignement. Et puis, je voyais tout ce qui se passait, et puis l'Expo 67 que j'ai visité, les yeux grands ouverts, et j'en revenais pas des développements technologiques, entre autres d'avoir visité le pavillon du Japon, et puis je comprenais pas qu'on pouvait mettre sur un ruban des images, puis projeter ça. En tout cas, il y a de quoi, puis le son et tout. Je t'avoue que dans ma compréhension, là, on fait des études de génie et tout. Ça me dépassait et puis bon, ça m'émerveillait aussi en même temps. Ça fait que... Donc, écoute, ça roulait et puis bon, ben ici, il y avait un développement qui était... on voyait ce qui se faisait ailleurs aussi. Un développement qui était, je dirais, organisé. C'est pas un développement sauvage où, tout à coup, du jour au lendemain, boum, la population va tripler ou quadrupler. Comme ça se fait ailleurs, OK, ça se développait. Puis le fait que
Boucherville n'était plus une campagne, ça devenait plus accessible, les gens préféraient, ils s'emmenaient ici, puis pour élever la petite famille de façon paisible, avec des parcs et puis un milieu de vie agréable, plus tranquille que dans la grande ville de Montréal. D'ailleurs, Montréal a dû perdre pas mal de plumes à ce moment-là. Ces gens-là, c'était pas des immigrants qui venaient beaucoup de l'extérieur. C'était sans doute des gens qui vivaient dans des grandes villes comme Montréal, puis qui se sont emmenés ici. Tes parents, je ne sais pas d'où ils venaient. Mes parents, la famille du côté de mon père ne comprenait pas qu'on puisse venir s'installer à la campagne. Ma mère me racontait qu'elle chassait les vaches du voisin qui était dans la cour. Oui. Alors c'était... Il fallait y croire, là. Il fallait... Oui, écoute, je me rappelle très bien de ça. Et ça s'est fait graduellement. Et puis, il faut rendre hommage à tous nos gens qui sont dévoués au niveau de l'administration municipale et tout pour faire de Boucherville ce qui est aujourd'hui. Parce que tu regardes à d'autres endroits, là, boum, il y a eu des gros booms, puis c'est comme ça, là. Écoute, on vit là-dedans, et puis il faut que ça soit harmonieux, et puis pas n'importe quoi, n'importe comment. Regarde, on est dans le vieux village ici. On a passé des règlements. J'ai été conseiller municipal à un moment donné. Des règlements pour être capable de... Tu ne construis pas n'importe comment ici. Faut que tu respectes l'architecture, le paysage et tout, le patrimoine. Et tout ça, là, c'est précieux. Et puis, l'industrie ne fait pas n'importe quoi. Alors... Donc, moi, de ce côté-là, je me dis, bravo, tant mieux, ce qu'on voit de Boucherville, ce qu'on voit de Boucherville aujourd'hui, qui est différent d'auparavant, il faut en être bien fier. On était au pas du cheval, et on a passé à la voiture, et puis, à la voiture automobile, ils entendent, hein? Quand je dis voiture, il faut que je fasse attention, parce que ma jeunesse, c'était... le cheval et la voiture, mais non. Puis, ma première voiture, à moi, mon père avait une Chevrolet 57. Pour les collectionneurs de voitures, la Chevrolet 57, c'est un modèle que tu vois des fois dans des expositions d'auto qui collectionnent la petite Chevrolet, que tu pouvais avoir pour 2000 $ ou moins à ce moment-là. Et puis, quand mon père a acheté une autre voiture, il me l'a vendu ou il me l'a donné. C'est moi qui a poursuivi avec la 57. Je me suis marié en 63 et puis, c'est ça. Ma première voiture, c'était celle-là, la voiture de mon père. Donc, voilà. Mais vous habitez toujours Boucherville. Oui. Comment vous percevez le fait que maintenant, par exemple, on a de la circulation à Boucherville? Moi, parfois, je me promène puis je fais, mon Dieu, mais on s'est rendu qu'on a des bouchons de circulation à Boucherville. Ça vous rend pas nostalgique de l'époque où il y avait beaucoup moins de monde? Ou comment vous vivez ça? Écoute, j'aime beaucoup le passé, mais je vis pas dans le passé, puis j'essaie d'être positif au niveau du présent, puis de trouver les belles choses là-dedans. Évidemment, je suis critique quelquefois, puis de temps en temps, je vais écrire un article et puis leur dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Ils peuvent la lire ou pas dans un journal ou un commentateur, mais je regarde et puis je me dis, OK, on fait attention. Tu vois, on a des pistes cyclables, beaucoup de parcs. On essaie, au niveau de la circulation, de faire attention pour être capable de bien gérer ça. Oui, à certains moments, il y a... je regarde sur Montarville, tout près du viaduc, à certaines heures de la journée, il y a un bouchon. À d'autres moments, si tu vas au Costco ou au Ikea, dans ce coin-là, c'est mieux de ne pas y aller. On le sait parce que, on habite ici, parce qu'il y a des bouchons. On a essayé d'éviter ça le plus possible, mais ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Puis, je regarde des gens, je vois ailleurs que c'est pas mieux, c'est même pire. Je regarde des gens, des fois je conduis, puis
impatients, qui vont te couper, puis tout ça. Puis je me dis, la vie, écoute, pourquoi s'énerver pour rien? Moi, je suis en arrière, puis si je dois attendre 5 minutes, ça gâte pas ma journée, puis je vais attendre. Et puis, tu sais, c'est pas où je dis à ma femme, je dis, bon, ben, ils doivent être en retard pour le souper, là, ou bien là, il faut aller chercher un bébé qui était au service de garde, là, et ils sont pressés. Tu sais, je dis, voyons donc, la vie, il faut prendre ça relax. Disons que, je me dis, on est chanceux d'avoir une ville qui est bien administrée. Et c'est un peu un ami, là. J'aime bien notre maire, Jean Martel, avec qui j'ai de très bonnes relations. Et puis je lui dis souvent que ça va bien à Boucherville, il faut que ça continue, Jean. Et puis bravo. Il faut les féliciter, ces gens-là aussi. Faut que c'est ça. Question, après 1967, là, ça a été une transformation majeure. Moi, mes parents se sont installés ici en 58. Ça a été plus graduel. Le boom s'est fait au début fin des années 50, début des années 60. C'est une perception personnelle, là. Mais après ça, ça a été constant, mais cette constance-là est... Tu vois, on a eu pendant peut-être une vingtaine d'années, comme directeur général, Ronald Beaupré, qui est décédé il y a quelques années. Son fils, que j'avais connu, qui venait chez nous assez souvent, il demeurait tout près de M. Beaupré. Il était directeur général, lui. Directeur général de... De la ville de Boucherville. De la ville de Boucherville, OK. Et il a écrit un livre, 150, 200 pages, là, un livre intéressant sur, si jamais ça t'intéresse, je pourrais te le prêter, sur Boucherville des années 60 à 80 à peu près, tu sais, avec les gens qui étaient au conseil, ce qui s'est passé et tout, et au niveau des écoles. Il y a plusieurs renseignements, tu m'as posé des questions, et puis qui relate dans son livre. Il était, d'ailleurs, il était à la tête au niveau de l'action. Ronald Beaupré, j'ai travaillé comme dans des comités avec lui quelquefois. Ronald, on le taquinait, on l'appelait souvent le maire non élu. Le maire non élu. Parce qu'il en menait large, il était capable d'en mener large, il avait des idées, il suivait son affaire de très près avec son équipe, il faisait un excellent travail. Il était pendant 25 ans au moins ici, directeur général, et puis on lui doit beaucoup à lui aussi. C'est sûr que le conseil, les différents conseils qui ont été là, les élus, ils sont pour quelque chose. Mais c'est voulu, ça, cette progression graduelle, sans exagérer. Je pense qu'on a essayé ici de faire un heureux choix, et puis à Boucherville. Et moi, c'est une des choses... je suis très fier de ça. Et puis, je suis content de vivre ici, puis qu'on porte attention à tout ça. Évidemment, j'espère qu'au niveau des jeunes, on fait attention pour rappeler toute l'importance de cette richesse-là qu'on a autour de nous. Pour ne pas arriver à ce qu'on oublie trop facilement, toutes ces choses-là. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez, vous étiez directeur d'école. Avez-vous une idée de combien de Bouchervillois de mon âge, ou même ceux de mes enfants, qui vous connaissent aujourd'hui? Combien de jeunes vous sont passés, j'allais dire, entre les mains, mais c'est des milliers, là. Bien, surtout, j'ai commencé, l'ouverture de l'école de Mortagne, c'est en 68. J'étais là comme prof F114, Il se souvient du local. F116. J'enseignais le français en secondaire 2, première année, en 1968. En 69, on m'a dit, André, on cherche des directeurs adjoints. Il y a trop de monde, il y a 3500 élèves. Ça ne répondait plus à la demande et les écoles, il faut l'en construire presque chaque année. Alors, André, l'année prochaine, les secondaires 1, on n'a plus de place pour les mettre à Demortagne. Les secondaires 1 s'en vont à Sacré-Cœur. C'est là que je vous ai connu. On a loué Sacré-Cœur. Et puis,
Tu t'en vas comme directeur à Sacré-Cœur. Bon, OK. Moi, j'ai pas 30 ans à ce moment-là, tu sais, puis j'arrive là. Je suis pas bien plus vieux que vous. Et puis, bon, on a fait ça pendant des années. Et la discipline était... Pensez à ça, là. Tu sais, dans la cour, la discipline était beaucoup plus importante. J'essayais d'avoir une bonne discipline sans être rigide. Je pense que j'ai toujours aimé beaucoup les enfants, puis je veux pas abuser. Mais, tu sais, je disais quelquefois aux élèves, écoute bien, tu as le droit de faire une erreur. OK, je vais te pardonner pour celle-là. Mais pense-y, là, tu recommences pas. Alors, je te donne une chance, tu la prends. Alors, et puis, on va être de bons amis. Alors, bon, ben... À la fin d'année... puis je rajoutais, pense-y, là, j'étais à l'œil. En voulant dire que, bon, ça veut pas dire, je m'en vais, puis... alors, c'était un peu ça, puis on prenait les rangs à l'extérieur, puis on faisait ça en silence. Les gens qui prenaient l'autobus prenaient les rangs aussi après. Là. Alors, écoute bien, ça a été ça, et puis... ça a commencé ma carrière comme directeur. En 70, je suis revenu à Domortagne comme directeur adjoint. J'ai été adjoint du principal aussi, jusqu'en 80. Et en 80, j'ai quitté pour aller au primaire. Là, je suis venu à Sacré-Cœur, mais au primaire. OK. Au primaire. Ensuite, j'ai été à Longueuil. Je me suis occupé de... J'ai toujours aimé la politique. Dans ma famille, c'est comme ça. J'ai été conseiller municipal. J'ai été marguillier à la paroisse. Et puis, après 80, en 85, j'ai été à Longueuil jusqu'en 93. Et puis, ma dernière carrière, c'était à La Fontaine, jusqu'en 2000, où j'ai pris ma retraite. Et puis, le surplus, ben, c'est ce que je t'ai raconté. J'ai été une année à Saint-Denis, une autre année à Saint-Basile, McMasterville, oui. Tout près du terrain qu'ils vont développer pour les batteries, là, Norton. Là. Il y avait une école primaire, là. Le directeur était malade. Et puis j'ai été là pour remplacer. Et puis l'année suivante, j'ai fait quelques mois à Chambly. Chambly aussi, avec le... J'ai été bien accueilli avec le Fort Chambly et tout. Tu sais, quand tu veux faire visiter tes élèves... Alors, différents endroits pour qu'ils sachent un peu ce que c'est que l'histoire. Ben, il y a un fort qui est tout près. Alors, tu me demandais au début combien de milliers d'élèves j'ai passé. Beaucoup. Et le plaisir encore d'en voir partout. Encore maintenant, c'est que moi, j'ai fait une grande partie de ma carrière à Boucherville. Je demeure là. Ma famille est établie là depuis la fondation de Boucherville. Puis, quand je circule, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît ou que je reconnais. Puis, ça me fait plaisir, on jase un peu. Et parce que j'ai déjà eu des collègues qui m'ont dit je sais pas moi si tu fais, André, pour... tu travailles ici, puis tu vis ici. Tu dois te faire embêter royalement. J'ai jamais compris cette question-là. Mes enfants ont été au public en passant aussi, à l'école de Mortagne, au secondaire. Ils ont été à l'école de la Broquerie. J'ai jamais compris cette question-là parce que, excuse-moi, moi, ça veut pas dire que tout le monde m'a aimé. On n'était pas là pour se faire aimer nécessairement. On a un travail à faire et tout. Mais il faut le faire d'une façon qui peut être bien fait. Et puis, bon, on a la formation des jeunes. C'est un rôle très, très important. Et moi, j'ai jamais eu de problème semblable. Les gens aiment parler, puis, bon... me raconter, je suis grand-père maintenant, ou bien non, j'ai des petits-enfants. Ben, la preuve en est, c'est que je vous ai rencontré chez Costco il n'y a pas si longtemps. Ben oui, puis... tu sais, il me demande qu'est-ce que je fais, puis la même chose de mon côté. Fait que c'est ça, les relations, puis j'ai jamais été embêté de ce côté-là. Il faut que je vous remercie justement de cette ouverture-là puis de cette proximité-là que vous avez gardée avec vos anciens élèves. C'est vraiment très apprécié. Je changerai pas. Une bonne mémoire. Ça m'a fait grand plaisir. Incroyable. Ma mère... Incroyable. Il se souvient du local où il a enseigné en secondaire 2. Écoute. Oui, ben oui, comme tel.
Hey, parlant de Mortagne, j'ai un souvenir, mais je me demande si c'est mon imaginaire qui fonctionne. À l'époque où j'étais là, le souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait 2 circuits d'autobus, un pour les filles, puis un pour les gars. Puis les gars partaient dans le premier circuit, puis les filles attendaient le second circuit d'autobus pour s'en retourner à la maison. J'ai-tu rêvé ça, moi? Sais-tu, j'allais souvent avec l'inspecteur qui était là, de la régionale de Chambly, qui venait, qui s'appelait Durocher, cet inspecteur-là. Et il me disait, « Monsieur Bravo, pourriez-vous venir avec moi? Les circuits, la Boucherville, je connais pas ça. » Moi, qu'est-ce que tu veux? À l'épicerie, on faisait la livraison, puis à part être directeur d'école, Boucherville, je connaissais ça comme ma main. Donc, je disais, OK, tel endroit, puis j'allais y aider, mais je me souviens pas qu'il y avait 2 circuits. C'est peut-être possible parce que, écoute, quand j'ai commencé en français, l'année d'avant, quand j'étais à l'école à Longueuil, à l'école Saint-Jean-Baptiste, c'était une école de garçons au complet, seulement garçons. L'autre petite école Saint-Romain à Ville-Jacques-Cartier, avant, c'était garçons seulement. Et là, j'ai découvert l'école mixte, à part quand j'ai fait ma première année, que je t'avais dit, c'était spécial. Notre-Dame, ouais. J'ai découvert l'école mixte avec la polyvalente de Mortagne en 60. Il y avait du monde, on était 3500. Ah oui, c'était plein. C'était fou, le monde qu'il y avait là. Ouais, c'est le souvenir que j'en ai. Une chose qui m'a frappé récemment, je pensais à ça. À Boucherville, dans le village, c'était des gens plus âgés. Souvent qui avaient été en campagne, tu sais, dans fermiers, cultivateurs. Il y avait beaucoup de célibataires. Ça me revient. Beaucoup de célibataires. Qui habitaient dans le village. Oui. Moi, j'avais 2 tantes qui étaient les sœurs de Joachim et Samuel, mes 2 grands-pères. J'avais 2 tantes qui habitaient juste près du stationnement, 560 Saint-Sacrement. 560 Saint-Charles. Ma tante Véronique, ma tante Marie, 2 demoiselles. J'allais dire vieille fille, faut faire attention. 2 demoiselles. Et puis, qui m'aimaient beaucoup parce que j'étais le premier de la famille de cette génération-là. Là. J'étais toujours rendu chez mes tantes qui me faisaient des petits sandwichs et puis tout ça. Ils allaient dans leur glacière pour aller chercher un petit peu de jambon. Bon. Et des fois, il y avait des réunions l'après-midi, ils se berçaient. Et le soir, ils veillaient toujours à la noirceur. Quand je revenais soit de l'école ou à une sortie en soirée, je descendais chez Chagnon. Je passais devant la maison. S'il était 11 h le soir, mes tantes troussaient le rideau, me disaient bonjour. Ils attendaient pour se coucher que j'ai passé. Le lendemain matin, je repassais dans l'autre sens pour aller à Longueuil, chez les Franciscains, là, au cégep. Bon, OK. J'étais choyé de ce côté-là, tu sais. Fait que... Donc, des fois, j'allais ils m'ont montré à jouer aux cartes. On jouait aux cartes à ce moment-là chez elle pour s'amuser. Elle recevait d'autres personnes, des demoiselles aussi. Mademoiselle Choquette, Mademoiselle Émilie Lalumière qui demeurait ici, les Lalumière. Bon. Sur cette rue-ci, il y avait Laramée, il y avait Thérèse Laramée que j'ai connue, qui était une demoiselle. Un peu plus loin de la piscine de mon père, 2 maisons plus loin, il y avait Thérèse Bachand, qui était une autre demoiselle. 2 autres maisons plus loin que celle-là, pas loin où il y a des cadres, là, tu sais, sur le coin de nuit, là. Qui a déjà été une pharmacie sur le coin, là. Oui, mais la maison avant, t'avais Mademoiselle Riendo. Il y avait les Bémers qui avaient un commerce, il y avait une demoiselle Bémer que j'ai connue. Là, je suis rendu, il doit être à 7 ou 8, là. Bon, il manquait d'âme. Puis j'en connais d'autres aussi. Mais c'est ça que je vous dis, là, dans la même époque, il y avait... je trouvais qu'il y avait beaucoup
beaucoup de vieilles filles ou de, entre guillemets, là, bien gentilles et tout. Là, mais, alors, c'était ça. Ah, des vieux garçons aussi. Tiens, regarde, juste la maison du coin, Saint-Sacrement. Il y a l'épicerie, Ouais. petite maison blanche en face. Ouais. Il y avait la famille Carrière qui était là. Famille. Écoute bien. Il y avait 2 vieux garçons. Des frères. Un qui était peintre, puis l'autre faisait un petit peu de construction, des petits garages. Bon, les deux M. Carrière, qui vivaient avec leur sœur, qui était aussi une demoiselle, Mademoiselle Carrière. Oui, parce que quand je partais pour aller servir la messe, tous les matins, ces gens-là sortaient presque en même temps que moi, puis s'en allaient à l'église aussi. Ah, mais c'est ça. Merci encore. Salut. T'es bien gentil. Allez. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain épisode? On se trouvera un autre thème pour le prochain épisode. On va jaser pour le prochain épisode. Ah, c'est incroyable. Le speed date. Incroyable. Alors, merci d'avoir été à l'écoute pour ce 2e volet du témoignage de M. Provost. J'espère que vous l'avez apprécié tout autant que moi. Et si vous n'avez toujours pas eu l'opportunité d'écouter le premier volet de notre entrevue avec M. Provost, je vous convie à le faire. C'est tout aussi captivant. Alors, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et à très bientôt, je l'espère.